Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Manuela et Mano, bonsoir. Aujourd'hui, nous animons une émission avec M. Jeanville dans Écouter pour comprendre. M. Jeanville, bonsoir. Bonsoir. M. Jeanville, est-ce que vous pouvez donner votre CV? Très très rapidement, donc j'exerce depuis 3 ans la fonction, le métier de consultant dans le domaine social et médico-social. Et bien évidemment, j'ai eu une première vie professionnelle, c'est là que nos routes d'ailleurs se sont croisées, comme directeur d'organisme social. Je suis ce qu'on appelle un spécialiste des problématiques autour des questions sociales, puisque j'ai travaillé dans pratiquement tout le champ de la protection sociale, que ce soit à la Martinique, que ce soit à Paris, voilà. Pour résumer mon parcours, mon long parcours. Monsieur Jeanville, dans ce parcours, nous avons souvent parlé du vieillissement. Il y a eu les assises, mais il manquait un titre. Les premières assises de Martinique, il manquait un titre. Mais assises, pourquoi faire? Tout à fait. Vous faites référence à un papier que j'ai sorti très récemment dans le cadre du journal Antilla. Bien évidemment, je vous le disais, j'avais épousé le champ de la protection sociale, mais avec un intérêt quand même particulier sur, je dirais, le sort, le devenir de nos aînés. C'est un sujet qui me tient à cœur, à titre personnel d'abord, puisque j'ai une maman qui elle-même a souffert de la maladie d'Alzheimer, et je suis aidant d'une petite sœur qui est en situation de handicap. Donc c'est un sujet sur lequel j'ai une sensibilité particulière. Et donc, ce qui m'a amené à rentrer, je puis dire, beaucoup plus dans le sujet. Alors, avant de parler des assises en elles-mêmes, puisque bien évidemment j'étais présent et vous faire part de ce que j'ai pu ressentir, mais vous rappelez quand même quelques grandes données socio-démographiques. Quand on parle de vieillissement, je vous rassure, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, 2, 3, puisque c'est un sujet qui est fort bien documenté depuis la fameuse étude menée par Claude Valentin-Marie, qui est un des plus fins connaisseurs du dossier, dans une étude pilotée dans le cadre de travaux menés par l'INED, qui s'appelle « Migration, famille, vieillissement ». C'est une étude d'ailleurs qui va être mise à jour prochainement, donc soyez attentifs. Tout est dit. C'est un sujet qui est très bien documenté, donc il n'y a pas de surprise. Maintenant, et c'est un petit peu faire le lien avec ces assises, c'est que fait-on? Or, le regard et l'analyse que je porte, c'est que par rapport aux défis qui nous sont posés par cette problématique, les politiques publiques, qu'elles soient nationales ou territoriales, locales, ne sont pas à hauteur des enjeux. Alors, je reviens sur les données, je vous en donne 2, essentiellement pour prendre l'ampleur du problème. C'est ce que les démographes appellent l'indice de jeunesse. C'est tout simplement le rapport entre les personnes qui ont moins de 20 ans d'une population et ceux qui ont plus de 60 ans. Alors même que la Martinique, au sortir des années 60, avait majoritairement, plus de 51% de ces jeunes, sa population avait moins de 20 ans, et les 60 ans étaient peu représentés, en 2030, on va avoir un indice à 100 pour 100 personnes, 48 jeunes. Donc vous voyez que là, on est dans une société qui change complètement d'échelle avec des problématiques sur lesquelles je vais revenir. Un autre indice, puisque le premier indice montre bien l'indice de jeunesse ou de la vieillesse, où là, on a vu que les personnes de plus de 60 ans seront majoritaires, c'est les conséquences de ce vieillissement. La conséquence première, c'est que le vieillissement, qui est une bonne chose, parce qu'on gagne un trimestre par an, peut, pour certains, générer des pertes d'autonomie. Et c'est mesurable. En Martinique, par exemple, en 2020, les personnes âgées dépendantes représentaient à peu près 20 000 personnes. En 2030, d'après les projections de l'INSEE, on sera à 26 000. 2030, c'est dans 10 ans. 25 650. Mais Dieu merci, toutes les personnes dépendantes ne vont pas forcément besoin d'intégrer un EHPAD. Ils peuvent rester aussi à domicile. En revanche, dans la dépendance, il y a ceux qui sont victimes de dépendance sévère,
où là, pour le coup, ça nécessite une présence quasiment quotidienne. Donc en 2020, pareil, nous étions à 2694 et en 2030, on sera à 5880, soit une augmentation de plus de 20%. Et c'est là que le problème commence. Alors bien évidemment, sur les causes, on les connaît, on les a identifiées, c'est lié à l'augmentation de l'espérance de vie, donc je vous en ai parlé, c'est lié à une baisse de la fécondité. Je vous parlais des années 60, nous avions en moyenne dans les familles 4-5 enfants. Mais la France, je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai été directeur aussi de la CAF, la France a mis en place une politique antinataliste qui a conduit à une baisse, ce que Claude Valentin-Mali appelle la violence de la transition démographique, une baisse massive du taux de fécondité. Nous sommes au même taux que la France, 1,9, qui ne permet pas le renouvellement des générations. Voilà. Un autre facteur qui est très important également, on en parle, c'est dans le débat public, c'est le fait que, pour suivre leurs études ou faute d'emploi, 3000 jeunes en moyenne quittent le territoire. Alors, dans les années 60, c'était encouragé par un outil qui s'appelait le Bumidum. Oui. Aujourd'hui, ça prend d'autres formes, mais n'empêche que, quand vous regardez la pyramide des âges, qu'on devrait plus d'ailleurs appeler pyramide, puisqu'il ressemble plus à un champignon qu'à une pyramide, c'est qu'on a un vieillissement par le bas, on a un vieillissement par le haut. Par le bas, c'est le rétrécissement de la base, puisque nous avons moins d'enfants. Par le haut, c'est que la population vieillit avec un creux au milieu qui représente précisément les personnes qui ont entre 20 et 35 ans, et ceux qui sont hommes et femmes en capacité de faire des enfants. Donc c'est un sujet, comme on le voit, systémique, auquel il faut porter un regard large et travailler. Alors, ces causes ne vont pas sans poser des questions, voire des défis. C'est comment la Martinique va faire face à cette montée en puissance des personnes vieillissantes. Est-ce que nous sommes préparés? C'est la question que j'allais poser. Sociologiquement, psychologiquement, culturellement, à une société où ce rapport sera dans les termes que je vous ai indiqués. Bien évidemment, la réponse est un peu dans la question. Quelles conséquences que ça va avoir sur le plan économique? Parce que autant que ça peut avoir des effets positifs, parce qu'on va avoir une population active qui va diminuer, mais en même temps, c'est une perte de richesse, parce que les actifs qui partent, ce sont parmi les plus diplômés. Par définition, la population inactive, elle est moins productive. Donc ça peut aussi générer des problèmes de déséquilibre sur les comptes sociaux, y compris donc de la collectivité, puisque son budget risque de se voir augmenter. Et puis aussi, c'est des conséquences sur le plan de l'offre que l'on doit donc à ces personnes âgées. Donc c'est un sujet majeur, colossal, et j'oublie pas votre première question, qui est de dire, est-ce que ces premières assises martiniquaises autour de bien vieillir étaient en réponse, un écho par rapport aux enjeux que je viens de citer? Alors, avant toute chose, je vais commencer par me réjouir, puisque je le réclamais dans un premier article que j'avais fait, que ce ne soit pas un sujet qui soit traité en laboratoire. C'est un sujet sociétal, nous sommes tous concernés. À mon sens, il faut vraiment qu'il s'installe dans le débat public. Or, le format des assises ne s'y prêtait pas. On a vu chacun venir délivrer, je dirais, son chapelet, mais ce n'était pas un lieu où les opérateurs ont pu se mettre en interconnexion. Deuxièmement, je vous l'ai dit, l'impact, on peut transformer cette contrainte du vieillissement en faisant une opportunité en termes de développement autour du grand âge, ce que d'aucuns appelleraient une économie du grand âge. Mais il faut s'y préparer. Et si vous le voulez bien, je pourrais vous dire comment je vois la préparation vers justement cette dimension-là. Dans cette préparation, on a un problème d'hébergement. Oui. Alors, êtes-vous prêt? Est-ce que la Martinique est prête pour ça?
C'est une excellente question. Je vous disais qu'aujourd'hui, je vous citais le chiffre de personnes qui sont en dépendance sévère, dont la situation justifierait, entre guillemets, d'un accompagnement au sein d'un établissement. Mais faute de place, alors je rappelle que plus de 81% des bénéficiaires de l'APA, l'APA étant la prestation qui vient compenser le coût de l'accompagnement, les gens sont à domicile. Alors, vous savez que pendant longtemps, en France métropolitaine, on est allé vers la création de structures. À la Martinique, nous en comptons que 30 pour 1600 places. Donc très en deçà des besoins. Entre-temps, il y a eu un virage. Le gouvernement, parce que ça coûte cher aussi, les EHPAD, se sont dit, mais pourquoi pas favoriser ce qu'ils appellent l'approche domiciliaire. Ça tombe bien, pour une fois, nous y sommes. Et ce n'est pas la résultante, c'est l'analyse que je fais d'une politique, c'est une résultante de fait, parce que accéder à un EHPAD coûte très cher. Le prix moyen est autour de 3 500 €. Or, quand on sait que la moyenne des retraites à la Martinique est autour de 700 à 800 €, on voit bien qu'il y a une difficulté. Donc pour moi, c'est plus la résultante d'un fait lié à une contrainte financière qu'un choix délibéré. Mais pour autant, bien évidemment, nous tous, nous préférerions rester à domicile, ce qu'on appelle l'approche à domicile. Mais la question que je pose tout de suite, c'est quel domicile et avec quel accompagnement ? Alors, sous le domicile, sur la majorité des personnes qui vivent à domicile, nous le savons, ce sont des personnes, des femmes seules, isolées, avec de petits moyens, et dans un domicile qui n'est pas du tout adapté à leur handicap. Alors, je fais déjà un lien. Voilà un chantier immense qui consisterait, après avoir répertorié toutes ces personnes qui sont en situation d'isolement, de rénover le parc. Alors, c'est l'amélioration de la douche, de la salle de bain, de l'accessibilité, et ça permettrait par là même au BTP d'être relancé. Ça, c'est pour le parc privé, puisque majoritairement, les gens ont, bien qu'ayant de petits moyens, en fil du temps, construit des maisons, mais qui ne sont pas adaptées aujourd'hui. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a 30% de nos aînés qui vivent dans le parc social. Donc les sociétés d'HLM ont un travail aussi de mise à niveau à opérer. Voilà, ça c'est pour le logement. Mais à côté du logement, il faut également augmenter ce qu'on appelle les heures d'accompagnement, qui sont opérées par des heures de vie, mais qui aujourd'hui, pour des raisons tarifaires, en règle générale, une personne âgée dépendante, GIR 3-4, c'est 2, 3, 4 heures maximum. Donc il faudrait là aussi qu'il y ait un effort si on veut, à côté d'un logement adapté, offrir du temps social pour permettre aux personnes de rester en autonomie. Il faut également aller vers une revalorisation des métiers et une meilleure prise en compte tarifaire de ces personnes qui interviennent à domicile. Mais nous savons, je vous le disais très bien, qu'il est des situations où la personne ne pourra pas forcément rester chez elle, parce que les travaux qui sont à faire sont tellement élevés. Donc il faut réfléchir à des modes alternatifs entre l'EHPAD et le chez-soi historique, un chez-soi alternatif qui vous donne le sentiment que vous êtes chez vous, mais où en même temps vous avez votre intimité. Je peux recevoir mes petits-enfants à partager un thé, mais en même temps j'ai une prise en charge collective autour d'animations culturelles, sportives. Donc je pense qu'il y a une voie moyenne à explorer, parce qu'il ne faut pas qu'on ait une approche binaire, EHPAD ou chez soi, et un chez soi qui ne sera pas adapté. On peut évoluer vers des alternatives qui permettent une meilleure prise en compte de nos aînés. Ce sont des idées que nous avons émises à l'époque. Et quand je dis à l'époque, c'est quand même 30-40 ans. Et on constate que la réalité nous explose au visage. On avait même émis l'idée de faire une maison qui reçoit les aînés adossée à une crèche.
de manière à pouvoir faire cette connexion. Et à ce jour, on n'a pas vu ça. Alors, c'est tout à fait dans le droit fil de ce qu'il convient de faire dans ce que j'appelle des habitats alternatifs, voire inclusifs. Je suis administrateur, par ailleurs, dans un EHPAD. Je ne le nommerai pas pour des questions de déontologie, mais cet EHPAD-là, dans sa configuration physique, aurait pu être dans le Val-de-Marne, en Alsace, n'importe où. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on arrête de faire preuve de paresse intellectuelle et qu'on arrive à penser à un cadre, un habitat qui soit adapté, qui nous ressemble, qui soit adapté à notre environnement. Donc, fini, ce que j'espère en tout cas, les endroits excentrés, hors de tout. Il faut, et c'est pour l'autonomie des personnes âgées aussi, c'est très important qu'elles puissent avoir des proximités géographiques, proximité des lieux culturels, proximité des commerces. Donc l'idée, et là il faut que les collectivités s'emparent du sujet, et je le préconisais même, il faudrait que de la même façon que dans les PLU, il y a une obligation de créer des logements sociaux, qui n'est pas respectée, vous me direz, mais aussi l'obligation qu'il y ait une réserve foncière pour l'accueil de nos aînés, autour d'un produit tel que vous le décrivez. Beaucoup moins grand qu'un EHPAD, 80 lits, mais autour d'une dizaine de places où les gens pourront, c'est ce que j'appelle de chez soi à chez soi, à garder, comme je le disais, une proximité avec leur environnement naturel et partager avec d'autres. Et là, j'ai pas oublié votre idée qui est de dire aussi, et ça c'est toute notre tranche de vie, c'est de l'enfance jusqu'à les adultes, c'est créer de la vie par ce qu'on appelle l'intergénérationnel. Oui. Et ça fleurit, vous avez raison, il y a des réalisations, et ça fonctionne très très bien autour de connexions entre crèche, école et structure de personnes âgées. L'idéal type auquel je rêve, c'est ça, c'est dans un centre-bourg, un hébergement pour 10 personnes, où, comme je vous le disais, on conjugue intimité et partage collectif, à proximité d'une école, à proximité d'une crèche, autour de l'idée, je viens et nous échangeons nos vies. Moi, personnes âgées, je fais des retours d'expérience, et moi, jeune épris du numérique, j'apprends à la grand-mère à utiliser des tablettes. Là, ce sont des pistes qu'il convient d'explorer. En tout cas, ce que je veux dire, qu'en aucune façon, ce n'est une fatalité. Ce vieillissement, c'est même quelque chose qui peut être très bénéfique, mais à la condition, et c'est là un petit peu ce que je regrette, que le problème soit pris à bras le corps dans le cadre d'une trajectoire, parce que pluriannuelle, et porté par un élan collectif, qu'on en fasse un sujet de société. J'ose pas dire un sujet politique, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire une politique de la cité. Je suis âgé, certes, j'ai peut-être des petits bobos qui m'handicapent dans mon autonomie, mais je reste un citoyen. Combien d'EHPAD ont, lors des dernières élections, organisé la possibilité pour les aînés qui sont accueillis de voter. Alors, on ne peut pas dans nos chartes dire la personne âgée, c'est une personne comme tout le monde, et puis, sur un moment aussi décisif, ne pas leur donner la possibilité de voter. C'est un exemple que je prends, mais il faut que la personne âgée... pourquoi aujourd'hui, dans l'espace public, l'accès à la culture, l'accès au sport, j'habite Sainte-Anne, l'accès à la savane d'électrification serait réservé qu'aux valides. C'est une profonde iniquité. Nous devons, dans une république, chaque citoyen doit avoir un accès libre donc il y a tout un chantier aussi en termes d'aménagement du territoire pour permettre aux valides, mais aux non-valides, d'avoir un égal accès aux biens communs. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cette rupture générationnelle, nous la voyons aujourd'hui dans la société. Grand monde ne peut pas parler, ainsi de suite. Et finalement, nous voyons cette explosion dans notre société et cette dégradation morale. Oui. Alors, on a parlé de la petite enfance, crèche, on a parlé de l'école primaire, et là, on arrive aux jeunes.
Et je vois bien l'idée de votre question. Alors bien sûr, on est sous la problématique du vieillissement, mais il faut tenir les deux bouts de la chaîne, à mon sens. Parce qu'on rappelait qu'on dans les facteurs du vieillissement, il y avait le départ de nos 3000 jeunes chaque année. Je ne les blâme pas. Pour soit faire des études, soit pour chercher de l'emploi. Je rappelle... Mais ils profitent, ils font des enfants à l'extérieur. Absolument. Je rappelle une donnée dont personne ne parle. 50% de la population des jeunes est inactive, faute d'emploi. Donc je veux bien, et j'encourage d'ailleurs ceux qui prônent le retour au pays, mais on a un problème déjà à régler aujourd'hui pour ceux qui restent. Parce qu'en général, ceux qui partent, malheureusement, et c'est documenté par Claude Marentin-Vallis, c'est surtout les plus diplômés. Donc il faut faire quelque chose. Donc j'émets une idée. Je sais qu'elle ne va peut-être pas recevoir un écho favorable, mais pour résoudre cette équation compliquée, et pour faire en sorte de transformer ça en opportunité autour de ce que j'appelle l'économie du grand âge. Nous avons à peu près un peu plus de 30 000 de bénéficiaires du RSA. Vous savez que dans l'esprit du RSA, il y a l'idée que la nation vous vient en aide, voilà, mais il y a aussi l'idée de vous remettre dans un parcours de formation et de l'insertion. Or, ce qu'on constate, c'est que la plupart des bénéficiaires du RSA restent dans le RSA, ce qui est un gâchis énorme pour les personnes d'abord, et pour les enfants qui ne voient des parents qui ne sont toute leur vie que bénéficiaires du RSA. Pour casser cette spirale, je préconise, et pour faire la jonction entre les deux bouts de la chaîne, tel que vous le disiez, je suggère, comme la loi le propose à titre expérimental, et ça permettrait de développer ce que j'appelle les métiers du lien. Alors quand je dis métier du lien, c'est pas forcément l'auxiliaire de vie. Il y a l'auxiliaire de vie, c'est pas forcément l'aide-soignant. Il y a l'aide-soignant, c'est pas forcément l'infirmière. Il y a l'infirmière. Mais c'est toute la chaîne qui va du gériatre au gérontologue, à l'ergothérapeute, au kiné. Vous vous rendez compte, l'INSEE aussi a chiffré ces besoins-là liés au bien vieillir. Donc il est vraiment temps que les décideurs, les secteurs fassent une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, une cartographie à 4 ans, pour voir justement là, il y aura ces besoins-là, et inciter nos jeunes qui le voudraient à rentrer dans un parcours de formation autour de ces métiers du lien. Et je trouve que là, et pour faire écho à ce que vous disiez, ça permettrait de l'intergénérationnel, mais différemment, de réconcilier jeunesse et nos anciens. Parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, il y a plutôt une rupture de lien du fait que la dynamique familiale n'est plus du tout la sociologie familiale aujourd'hui en 2020, en 2022, ce qu'elle était dans les années 60. Il y avait des solidarités familiales, mieux, il y avait des sacrifiés, il y avait des membres d'une fratrie qui ne travaillaient pas et se consacraient. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce schéma-là, puisque, vous l'avez vu à travers la pyramide des âges, les familles sont à Paris, les enfants sont à Paris, sont à Boston, sont à Shanghai, je ne sais où. Donc, il y a un autre sujet que je voudrais aborder, et je leur rends hommage, c'est les aidants qui restent, c'est leur courage, le travail qu'ils font. Mais pour éviter leur épuisement, il faut vite qu'on trouve un nouveau modèle d'accompagnement. Dans cet accompagnement, je reviens sur le fait de l'hébergement. On a un réaménagement du territoire à faire, du fait de l'élévation du niveau de la mer, du fait du changement climatique et autres. En ce moment, souvent nous entendons les gens dire qu'il a fait chaud, qu'il a fait très chaud. Et nous, avec les anciens, on avait pour habitude de dire différents El Nini. Et ces personnes de ce grand âge ne supportent pas cette chaleur. Et dans le cadre du BTP, nous avons là des métiers accueillis. Est-ce que c'est pas ça l'opportunité? Alors, c'est un sujet, me semble-t-il, majeur, à deux titres. Alors, et là je parle d'un expert sur ces questions-là, mais il me semble qu'il y a un champ, pour l'instant, qui n'est pas très couvert
quand en termes on parlait de rénovation des logements, du bâti. En Europe, la problématique, ça va être d'isoler la maison par rapport à l'hiver. Hein. Chez nous, c'est de protéger contre les risques majeurs. Or, je vous disais que nos maisons n'étaient pas adaptées en cas de risque, les principaux risques majeurs que l'on connaît. Donc, pour moi, là, il y a un impératif, déjà, premier, mais c'est des mesures toutes simples qui ne coûtent pas 1 euro. Il faudrait qu'au niveau de chaque CCAS de la Martinique, il y ait un référent senior qui soit désigné. Ça, c'est une première chose. Mais au-delà de ça, il faudrait que sur chaque territoire, sur chaque commune, on ait une cartographie précise, sous forme de données, pour savoir où vit la personne, comment vit la personne, et en cas d'accident, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident, qu'on puisse rapidement déclencher un processus qu'on aura mis de sécurité, qu'on aura mis en œuvre. Voilà un champ qui me semble très très important. Mais là aussi, alors l'autre champ que je vois et qui est important, le gouvernement veut s'engager dans la réduction effectivement des effets liés au dérèglement climatique, en mettant un accent sur la diminution de l'économie fossile. Mais les personnes précaires, pas seulement les personnes âgées, ont plus de difficultés à accéder. Alors, je pense à la voiture électrique. Alors, les personnes âgées, le problème ne se pose pas, mais on peut être âgé et encore conduire. Hein. Donc, voilà. Comment on peut accompagner ces personnes? Si je fais aussi une rénovation de ma maison, je change mon circuit électrique pour diminuer mon électricité, ça va avoir un coût. Quel accompagnement je peux faire? Donc, je vois là, à travers le sujet que vous soulevez, une espèce de fracture. On parle de la fracture numérique, mais énergétique, selon qu'on soit... Alors, c'est moins lié au vieillissement qu'au niveau de vie des personnes, parce que toute cette transition va être coûteuse et je crains que là aussi, ce soit inéquitable dans le traitement. C'est un traitement qui nous isole. Quand nous regardons comment c'est fait, nous avons des entreprises performantes. C'est la réalité locale. Le principal donneur d'ordre, c'est la collectivité. Et se faire payer, c'est toute une affaire. Et finalement, nous avons des entreprises qui servent de banquiers. Et quand nous regardons le revenu du citoyen, comment faire face à tout ça? C'est cela. Donc, et c'est pour ça qu'il faut renverser le modèle. Je vous parlais des impacts en termes de perte d'autonomie, ce qu'il faut développer comme offre de service. On a vu les impacts sur le plan économique, mais il est un volet également qui est un impact financier. Et je vous le disais, vu les évolutions, le budget de la CTM aujourd'hui qui est consacré aux personnes âgées et la FD a chiffré le montant, va exploser. Donc il est urgent, je le répète, d'agir. Seule l'inaction est à condamner. Alors, vous disiez, en parlant du circuit économique, que je connais un petit peu, puisque j'ai été dans mes fonctions en responsabilité sur le recouvrement, c'est une vraie difficulté, ces délais de paiement, c'est un vieux sujet, on en a débattu... C'est à partir de ça qu'on s'est connus. Voilà, on a utilisé les voies et moyens de l'époque pour mettre en place des dispositifs qui permettaient effectivement à ce que la créance soit déléguée, la dette en l'occurrence, la créance plutôt soit déléguée à la Sécu. Donc on avait essayé à l'époque d'innover à partir de notre écosystème. Mais je crois que c'était un pis-aller. Le vrai sujet, qui est bien connu, c'est de faire en sorte que les délais de paiement respectent déjà la réglementation. Il est prévu un certain délai parce que ça met à mal nos entreprises qui n'ont pas de fonds de roulement et qui, au moins d'accident de trésorerie, un accident de trésorerie, ça peut être effectivement un paiement qui est attendu de 2-3 mois, peut mettre à mal y compris la survie dans l'entreprise. Mais je reviens sur aussi votre sujet et je vois le ballon
qu'on pourrait donner au BTP en ce moment à travers ce dossier du vieillissement. Mais imaginez que toutes les collectivités, les communes de la Martinique se disent que je mets à niveau mon espace public en termes de circularité, en termes d'accès aux services. Comment ça pourrait relancer le BTP? Autre chantier que j'ai énoncé, imaginons qu'un plan pluriannuel soit mis en place pour réhabiliter tout le parc privé. Si on rajoute le parc social, je pense qu'il y a de quoi faire et il y a des financements aussi qui sont dédiés à cela. Alors, ce qui reste à faire maintenant, c'est une mobilisation générale autour de cette cause qui, à mon sens, mérite qu'on se mobilise pour elle. Il faut qu'il y ait une prise de conscience, une vraie prise de conscience de cette réalité. Et tant qu'on n'aura pas cette prise de conscience, on n'avancera pas. Mon cher Florent, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi il y avait un tel décalage sur un sujet tel que celui-là, entre ce que nous observons, parce que nous avons autour de nous... que des fois nous vivons. Et le retard, si je puis m'employer cette expression, à l'allumage que nous avons. Et sincèrement, j'ai du mal à comprendre, parce que mon sentiment, c'est plus on va tarder à faire les choses, plus les choses deviendront difficiles. Le vieux Sénèque nous disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles deviennent difficiles. Donc vous voyez, donc plus on retarde à mettre en place ces choses, plus ça devient difficile. Je crois, et si je suis arrivé à cette conclusion-là, au-delà du fait qu'on ne voit pas les personnes âgées dans les rues défiler, donc pas les rues, c'est des gens plutôt pacifiques, je pense que c'est lié à ça. Et je pense aussi que quelque part, ça nous renvoie à nous-mêmes, à notre propre finitude. Donc c'est un sujet qu'on a tendance inconsciemment peut-être à mettre sous le boisseau, à mettre... Sur le tapis. Il me semble qu'il y a de cette dimension-là. Parce que, autrement, alors il nous appartient, parce que aussi, ce qui est important, c'est que la génération des personnes âgées qui vont arriver là, je puis dire, sur le marché, si on pouvait dire ça, c'est la génération des baby-boomers. Donc c'est des gens, c'est pas du tout la même approche, qui ont un niveau d'exigence, ils savent ce qu'ils veulent, et à mon avis, peut-être que grâce à eux, les choses bougeront. Je reste optimiste, mais on a quand même des exemples. Prenons Cuba. Quand je suis arrivé à Cuba, j'ai vu des personnes de 70, 80, qui ont fait des footing, qui ont fait des sports. On les entretient. Oh, ici, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Merci, parce que j'allais oublier de parler de ce sujet, parce que là, on est en train d'agir sur les effets, sur le stock. Voilà, parce que les personnes qui auront 75 ans, 85 ans, d'ici là, sont déjà nées, on les connaît. Donc, mais c'est le sujet majeur de la prévention. Deux choses par rapport à cela, sur lesquelles nous sommes aussi très en retard en matière de politique publique. Alors, non seulement il y a des inégalités territoriales en matière de soins, on l'a vu, non seulement il y a des inégalités en matière de place, on l'a vu, en matière d'accompagnement, on l'a vu. Il se trouve que nous rentrons en dépendance plus tôt que la moyenne nationale. Je vous rassure, il n'y a aucun... Enfin, la science ne dit pas que c'est lié à notre ADN, à notre facteur génétique. C'est simplement lié à la permanence, à la prégnance de certaines maladies chroniques. Je pense au diabète, je pense à l'hypertension, je pense à un type de cancer qui vont générer cette entrée de dépendance plus tôt. C'est une inégalité, puisque nous sommes dans une même république, les écarts ne doivent pas être aussi importants. Donc, parler du sport à Cuba, c'est du bon sens. Si on veut retarder, je veux dire, la perte d'autonomie des personnes, il faut... Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'accès aux loisirs, mais le sport est un vecteur essentiel.
Mais c'est pareil, pour accéder aux équipements sportifs, faut-il qu'ils soient aux normes, à des normes qui permettent cet accès. Voilà. Donc, quand on dit ça, je pense que tout le monde est d'accord, et Cuba est très en avance là-dessus, parce qu'ils ne font pas de différenciation selon votre âge, valide, non valide. Ils ont des formes d'accessibilité, alors que chez nous, il est très difficile pour un aîné à la montagne du Vauclin isolé puisse aller faire de l'aquagym à la Pointe Fola. Il faut une organisation des transports, il faut qu'une fois arrivé à la Pointe Fola, qu'il y ait un aménagement qui permet. Donc il y a tout un travail à faire. Et c'est vrai que lutter à travers la prévention contre la perte d'autonomie est un facteur clé. Et je termine mon propos en disant que, et ça peut rapporter gros, puisque on aura agi en amont. Mais où sont les campagnes de prévention dans le domaine sanitaire, pilotées par l'ARS, dans les écoles, comme dans les pays nordiques, dans les écoles, dès la maternelle, pour inciter nos jeunes au bien manger. Parce que pour bien vieillir, il faut bien manger. La plupart des maladies chroniques que nous avons sont liées à de la malbouffe. Et nous le savons. Nous savons comment le lobby de l'agroalimentaire chez nous, on se sont battus après, quand la loi Lurel, le député Lurel a voulu introduire dans son projet de loi sur l'égalité réelle une diminution du taux de sucre, simplement qu'on soit la moyenne nationale. On a entendu que les Antillais, ils ne pouvaient pas le faire parce que les Antillais avaient une appétence particulière pour le sucre. Mais pour moi, c'est criminel. Le sucre, c'est bon. Mais à une certaine dose, ça peut effectivement générer des pathologies. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la pandémie de la Covid, les personnes qui ont été le plus affectées, c'est malheureusement les personnes qui avaient des maladies chroniques, voire plusieurs maladies, et qui ont été les plus exposées. Donc pour moi, ça devient un sujet brûlant, crucial, que d'en faire véritablement un enjeu de politique publique dans le domaine sanitaire sur... alors, il y a un sujet sur le bien. On peut vous apprendre à bien manger, 5 fruits et légumes, mais vous savez qu'aujourd'hui... Et bien manger, manger sain. Manger sain, mais on sait que bien manger, manger sain, ça coûte cher aussi dans l'économie. Donc ça veut dire qu'à un moment, si on veut aussi que le bien manger ne soit pas réservé qu'à une certaine catégorie professionnelle, il faut aussi que les cantines fassent un effort sur le bien manger. Il faut que dans le panier de la ménagère, effectivement, y compris quand on a des revenus modestes, on puisse aussi accéder à des produits sains. En fait, il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. Toutes ces maladies que nous voyons là aujourd'hui, ce qu'on appelle les maladies environnementales, prévisibles, 25 ans. Nous sommes battus contre tous ces pesticides, tous ces apports chimiques. Et là, nous voyons la facture. Là. Ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, nous voyons la facture aujourd'hui. Absolument. Tout à fait. On en paye le prix en termes de santé et en termes d'entrée en dépendance, plutôt, ou quand il y a une épidémie, en termes de fragilité, on est plus exposé que la moyenne nationale. Ça, c'est un vrai sujet. Et un sujet, et c'est l'ancien responsable de la Sécu, je suis même gêné d'en parler dans ces termes, parce qu'on se dit, mais il y a tellement d'organismes qui doivent porter, des organismes de Sécu, l'ARS, la collectivité, la prévention primaire auprès des enfants, auprès de la population. On se dit, par rapport à ces problématiques-là, pourquoi c'est pas chaque soir, avant le JT, il n'y a pas un spot sur comment bien s'alimenter, pourquoi ça créerait aussi des emplois. Il n'y a pas des animateurs qui vont dans les écoles pour sensibiliser les enfants. Voilà, il y a matière à faire. Et pourquoi non plus ne pas inciter, nous sommes entourés d'eau, l'aquagym c'est excellent pour le maintien de l'autonomie, que nos plages soient accessibles à tous, valides ou pas valides. Il y a un gros effort à faire. Et équipés. Et équipés. Quand je dis équipés, c'est en termes d'équipement matériel, mais avec aussi des animateurs. Vous voyez le gisement d'emploi que ça peut faire? Je vous dis qu'il y a quelque chose à faire autour de l'économie du grand âge. Alors, il y a un domaine, si vous le permettez, je sais que j'ai été long, que je voudrais aborder, j'ai parlé du métier du lien, mais il y a aussi, parce que je suis seul, isolé, j'augmente, hypothèse haute, j'ai jusqu'à 4-5 heures de vie sociale,
mais je ne peux pas avoir une personne 24 heures sur 24. Nous savons que le principal facteur de rentrer en hospitalisation pour une personne âgée, avec les problèmes de conciliation, c'est les chutes. C'est même la première cause de mortalité. Donc, il y a aussi une source de développement et d'innovation pour nos jeunes qui partent, start-upers, en leur disant développer, parce que si on ne le fait pas, c'est d'autres qui viendront, multinationales. Développons la domotique, développons des capteurs pour les murs, pour le sol, pour qu'en cas de chute, on puisse. Développons la téléassistance, bref, il y a aussi, et c'est une façon aussi de réconcilier jeunesse et personnes âgées, à développer une économie autour de notre écosystème. Ce que je vous dis là, tous ces produits-là sont en train d'être développés. Si on prend le train en marche, encore une fois, on risque de voir que ce soit d'autres qui viennent nous proposer ces produits. Donc je pense que je vois qu'il y a un florissement d'incubateurs. Il faudrait aussi que ces sujets-là soient portés. À ma connaissance, j'en ai pas vu beaucoup, mais je pense que vraiment ça mérite d'être investigué. Il y a tout le matériel est là. Toutes les technologies sont là. Maintenant, la volonté politique, c'est elle qui nous fait défaut. Et c'est pourquoi nous posons le problème. Pourquoi, quel que soit l'âge du politique, il ne met pas en place tous ces outils pour permettre justement de faire face? Alors, j'ai commencé à y répondre. Alors, je vais d'abord commencer sur le plan national. J'ai rappelé mon parcours, je viens de la Sécu. La Sécu a été structurée après-guerre autour des risques que l'on connaît, la protection contre les risques qu'on connaît. La maladie, la retraite, la famine, les accidents de travail, les maladies professionnelles. Évidemment, on était en 1945, on était en pleine reconstruction. La dépendance, la population était plutôt jeune. C'est comme nous dans les années 60, c'était pas juste un non-sujet. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que la perte d'autonomie doit s'analyser aussi bien comme un risque maladie, parce que ça génère des coûts. Donc l'idée, ça fait longtemps que les spécialistes de ces questions réclament que ce soit protégé, qu'il y ait une 5e branche qui soit créée. Enfin, ça a été fait, ça a été arraché, mais aujourd'hui, je suis bien obligé de dire, ça reste une coquille vide, parce que c'est pas une caisse sans moyens qui pourra porter ces politiques-là. Parce qu'aujourd'hui, les politiques en faveur des personnes âgées sont surtout portées par le financement venu des collectivités territoriales. Donc il faut, comme pour les autres risques, la maladie, il faut qu'il y ait une cotisation qui soit versée par les salariés, et que, une fois la perte d'autonomie avérée, que c'est le cas, l'Allemagne fonctionne comme ça. Il y a une véritable branche. Voilà. Plusieurs présidents, Sarkozy, Hollande, Macron, ont prévu de mettre en place le système que je vous parlais. Mais à chaque fois, on s'est heurté sur un problème financier, parce qu'on sait, parce que ça a été chiffré par un grand connaisseur aussi du sujet, Dominique Libaud, à 10 milliards d'euros d'ici 2030. Et aujourd'hui, avec les contraintes qu'il y a sur les finances publiques, le ministre vient de dire que ce projet de grande loi du grand âge ne sera pas encore sur la table. On le regrette bien, mais pour autant, on peut quand même faire des choses dans le cadre qui est le nôtre. Alors, sur le plan local, on a commencé à l'évoquer. Pourquoi? Alors, là, je pars sur 20 ans, comme ça, je ne vise personne. Je suis bien obligé de constater, puisque les résultats sont là, les faits sont là, et les faits sont têtus, que les politiques qui sont développées ne sont pas à hauteur. Et j'ai ma petite idée, parce que je l'ai un peu entendu pendant ces assises, qui consisterait à dire, et c'est même sur le ton de la culpabilité, de dire, revenons dans les années 60, plutôt que de dire la protection sociale, elle a progressé, elle est passée à un niveau familial, individuel, à un niveau collectif. C'est ça le sens de l'histoire. Là, on nous demande de faire un recul pour dire, les enfants, grosso modo, vous avez qu'à vous occuper de vos parents. Bien évidemment, on n'a pas entendu, nous, enfants, les collectivités, pour nous dire ce qu'on devait faire dans notre sphère privée. Ça doit être bien entendu. En revanche, une politique se grandirait
Parce que là, c'est inéquitable. Il y a des enfants qui sont là, il y a des enfants qui ne sont pas là, il y a des personnes âgées qui ont une retraite confortable, il y a des personnes âgées qui n'ont pas de retraite. Donc si on laisse ça à la sphère privée, on va reproduire des inégalités. Donc c'est pas possible. Donc le politique ne peut pas fuir ses responsabilités en la matière. De toute façon, si on ne le fait pas, on sera rattrapé par la grande patrouille, c'est-à-dire 2030, où de toute façon, si on ne résout pas ce défi-là, c'est toute notre société, et je le disais dans mon premier article, qui risque de se déliter. Donc il est vraiment urgent de se mettre autour d'une table, qu'il y ait un diagnostic partagé et qu'on bâtisse ensemble un plan pluriannuel de montée en charge. On sait bien que tout ne va pas se faire en une seule fois, mais je crois que, vous le disiez, on a toutes les compétences dans ce pays pour faire ce type de travail. Au-delà des clivages politiques, ce n'est ni de gauche ni de droite du centre. Le vieillissement, ça touche tout le monde. C'est un problème martiniquais. Il faut, voilà. Mais cassons cette idée qui est de dire solidarité familiale. D'abord, ça relève de la sphère privée. Deux, les dynamiques familiales, je le disais, sont plus du tout les mêmes. Il y a des enfants qui sont à l'étranger. Je vois pas, voilà. Donc il faut, à côté de cette solidarité familiale qui perdure, mettre en place pour soulager les aidants et mettre en place une politique publique digne de ce nom. En tout cas, M. Jeanville, merci d'avoir apporté toutes ces informations. Ce fut un plaisir. Et ça permet aux gens d'écouter pour comprendre. Il y a un sérieux problème que nous avons là, il est présent et que nous devons gérer dès maintenant. Autrement, nous répondons à mes services humains et le temps ne nous attend pas. En tout cas, merci. Si vous avez quelque chose à dire en conclusion. Non, je crois que vous avez tout dit. Si on ne veut pas que ce soit une fatalité, qu'on subisse ce choc démographique, mettons-nous au travail. Il n'y a pas de temps à perdre, c'est tout ce que je peux dire. Merci encore et puis à la prochaine émission. Merci à vous.